Comme ça, vous pourrez le revoir ensuite sur la chaîne YouTube SK Alumni. Je vous préviendrai quand il sera mis en ligne. Voilà, donc je voulais juste vous accueillir et je vais m'effacer pour laisser la parole à Olga et Nicole qui vont se présenter et puis commencer ce webinaire. À très bientôt. Merci Alix. Bonjour à tous. Je voulais en préambule remercier Alix de Verneuil ainsi que SK Alumni pour le webinaire que nous allons, Olga et moi, faire ensemble avec vous. Et si, en 2021, votre croissance passait par l'export? Question importante. Je suis Nicole Lafrasse Van den Assem, dirigeante et fondatrice d'Emeraude Développement, cabinet indépendant d'aide à l'implantation en Europe et à l'exportation, bien sûr, créé en 2007. Olga? Oui, bonjour à tous. Je suis Olga Chevet. Donc, je suis alumni de l'ESCA également comme vous. Donc, je suis vraiment ravie de partager ce moment avec vous. Donc, j'ai créé mon cabinet d'accompagnement à l'international en 2016. Donc, il s'appelle Adéquat Vostok. Pourquoi Adéquat Vostok? Parce que je travaille principalement avec les pays donc, de l'Est, la zone russophone, donc Russie, CEI. Donc, je suis russe d'origine. Donc, avant de créer le cabinet, j'ai déjà été à mon compte depuis 2003. Et donc, j'accompagne les entreprises principalement françaises vers cette destination en combinant également donc l'approche digitale, donc en intégrant dans l'approche la stratégie digitale. Donc, on va parler de ça dans la deuxième partie de ce webinaire. Donc, je laisse Nicole commencer. Il manque le deuxième slide. Oui. Bon, alors, on pensait faire le programme suivant. En première partie, je vais prendre les choses en charge et la deuxième partie, comme vient de l'expliquer Olga, elle va nous parler du digital. Donc, en première partie, je vais surtout vous parler de votre stratégie à l'international. Donc, nous nous adressons toutes les deux à des entreprises confirmées, on va le voir plus tard. Et on va surtout parler donc de la démarche export, qui est une démarche à se poser en amont, avant vraiment d'aller à l'export et dans un timing bien particulier. C'est une démarche que je trouve réfléchie, définie et partagée auprès de vos différents écosystèmes. Donc, moi, dans la deuxième partie, je vais aborder plus donc, la stratégie digitale et comment on peut intégrer le digital dans ce développement international. Quels sont en fait, les points de vigilance qu'il faut prendre en compte également et globalement, quel est le processus d'intégration qu'on peut envisager quand on structure cette démarche. Alors, Nicole, je te propose de nous parler comment est-ce que les entreprises doivent réfléchir pour structurer sa démarche export? Merci de me poser cette question, Olga. Vous remarquez sur cette infographie du Boston Consulting Group, l'international se positionnant dans les étapes 4 et 5. La 4 étant bien évidemment le démarrage et toute la préparation autour de l'export et la partie 5 étant la partie live de l'export. Qu'en préambule, vous avez ici donc les différentes étapes du développement d'une entreprise jusqu'à sa potentielle revente. Vous démarrez en général par un concept, vous démarrez après l'entreprise en validant dans le pays d'origine, on suppose ici que c'est le pays de départ, donc la France, vous validez avec vos équipes les produits, le business model et bien évidemment que ce que vous proposez est accueilli de manière positive par vos clients et qu'il y a un développement déjà qui se fait
qui vous permet donc d'avoir une validation de votre entreprise. Mais avant tout ça, parlons de ce que vous faites en France. Est-ce que vous êtes déjà en phase de réflexion pour aller à l'export? Est-ce que vous avez déjà acquis une maturité au sein de votre entreprise de manière à pouvoir aller à l'export? Est-ce que vous avez tiré des enseignements de votre développement jusqu'à maintenant? Et est-ce que vous avez finalement réduit toutes les failles, tous les écueils que vous avez pu rencontrer jusqu'à aujourd'hui? Et vous avez donc aujourd'hui une entreprise qui est, on va dire, malgré bien évidemment le Covid, qui est un élément perturbateur, mais qui est perturbateur au niveau mondial. Donc, est-ce que vous avez réussi à bien positionner votre entreprise? Ça fait beaucoup de questions, tout ça, Nicole. Est-ce que tu aurais pensé éventuellement comment on pourrait commencer? Oui. Alors, je vais surtout parler de ce qu'il ne faut pas faire. J'ai accompagné avec mes équipes des entreprises qui voyaient clairement l'export comme une bouée de sauvetage, alors que l'entreprise dans son pays d'origine, la France, ne fonctionnait pas. Clairement, n'allez pas dans cette voie-là, parce que cette voie-là n'est pas productive et puis va forcément être des dépenses et de l'énergie dépensée pour rien. De même, je vous déconseille fortement d'avoir une approche export qui se base sur le hasard. Vous connaissez ou une personne dans votre entourage connaît une personne, etc., etc. Comme je le disais en préambule, tout ça doit être dans une stratégie export. Donc, ça veut dire, Nicole, qu'il faut être bien préparé. Oui, alors ce que l'on constate, la source est l'IREF, que les entreprises qui vont à l'export, qui ont déjà on va dire, qui voguent en export depuis un petit moment, sont plus performantes. Elles sont plus performantes aussi dans leur pays d'origine. Pourquoi? Parce qu'elles ont acquis une certaine agilité. Elles ont dû se réinventer aussi parfois sur leur marché de départ, la France, mais aussi sur l'export. Elles résistent mieux à des attaques de la concurrence. N'oubliez pas que vos concurrents français ne sont pas forcément vos concurrents dans le pays cible. Et en fait, elles élargissent surtout leurs débouchés, c'est-à-dire qu'elles voient plus large, elles sont plus sveltes. Donc, ce n'est pas gagné pour autant. N'oubliez pas que toute cette démarche, si elle n'est pas expliquée, si elle n'est pas partagée par vos équipes, vos clients, vos investisseurs, a un certain impact en interne. Donc, je vous conseille fortement d'anticiper toute cette communication. Il faut bien évidemment avoir aussi la connaissance du pays cible, des habitudes, de ses concurrents, de ce qui existe là-bas, etc. Cela suppose des compétences que vous avez acquises en interne ou que vous avez fait rentrer ou que vous trouverez bien évidemment dans le pays cible. Et en dernier recours, tout ça, ça s'anticipe aussi au niveau de ses coûts et de sa trésorerie. Donc, le constat que moi, en tout cas, j'ai fait avec mes équipes jusqu'à présent, c'est que votre projet export doit tenir compte de 4 éléments importants. C'est une décision de gouvernance et une décision de votre management qui, avec vous, dirigeants, avait l'ambition d'aller à l'export.
en deuxième point, il faut forcément déjà avoir validé son business model et avoir une réussite sur son marché d'origine. Après, il faut clairement avoir des produits et des services qui ont une valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'ils ont une certaine innovation, qu'ils sont uniques. Parfois, ils peuvent être uniques en France et ne pas l'être dans le pays cible. Ils peuvent être reproductibles et surtout protégés. N'oubliez pas tout ce qui est protection de marque et protection de services. Et enfin, l'entreprise doit avoir des capacités d'investissement dédiées avec donc des capacités de trésorerie dédiées. Alors en France, je suppose qu'aujourd'hui, vous avez déjà des offres claires et bien positionnées. N'oubliez pas que tout ça, ce sera à revoir dans le pays cible, puisque une offre claire en France peut peut-être ne pas l'être ou être mal communiquée dans un pays cible. Les prix doivent aussi être adaptés selon les habitudes, la concurrence et l'environnement, l'écosystème. Les ventes en France sont peut-être régulières et récurrentes. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Ça veut dire que vous avez déjà quelque chose qui fonctionne. Vous avez donc cette approche export s'inscrit dans un développement et dans un tempo qui est celui de votre entreprise. En découle un plan d'action défini, particulier à l'export et bien évidemment une trésorerie en ordre de marche. Donc, tout est question en fait d'équilibre. Pour aller à l'export, il faut faire un SWOT export. Nous le faisons régulièrement avec nos clients, de manière à appréhender pour votre entreprise et son marché de départ et avec ce que vous voulez mener dans les pays cibles, quels sont vos risques et quelles sont vos menaces. Alors, peut-être que vous avez déjà en amont reçu des demandes, des appels d'offres de pays étrangers et que vos données sont soit dans votre ERP, soit en questionnant parfois le service ADV, aussi le directeur commercial. Enfin, des informations aussi à prendre en considération, c'est tout ce qui est les mesures sanitaires, mais aussi l'aspect géopolitique et fiscal de votre pays cible, puisque aujourd'hui, et plus que jamais, les choses bougent très, très vite. Alors, comment faire, Nicole? Eh bien, vous avez 3 solutions, 4 avec le digital peut-être. Exporter, c'est-à-dire que vous avez bien clairement défini qui va s'occuper de votre export sans avoir de point de chute dans le pays cible. Donc, à ce moment-là, soit ça passe par un agent, soit ça passe par une personne qui est dédiée ou un partenariat dans le pays cible. Et en fait, vous n'avez pas d'implantation. Le deuxième choix, c'est s'implanter. S'implanter, ça veut dire que vous allez ouvrir une filiale, mais ça peut être aussi beaucoup plus simple à travers une boîte postale. Alors là, je voulais quand même mettre un petit bémol. Les clients de votre futur point de chute, si votre filiale n'est pas clairement identifiée, que c'est juste une boîte postale, attention, parce que les clients se renseignent toujours si la filiale est déjà bien positionnée dans le pays cible. Et ça peut les rassurer de savoir que vous avez vraiment un point de chute dans le pays concerné.
Enfin, la dernière option est la croissance externe, c'est-à-dire que concrètement, vous faites une joint venture avec une entreprise dans le pays cible. Cela demande bien évidemment peut-être plus d'investissement à la fois dans le management et en trésorerie, mais ça peut être éventuellement parfois une bonne manière de fonctionner. Alors, je suis désolée parce qu'en fait, ça bug un petit peu le logiciel. Il n'y a pas de souci. Voilà. On est arrivé en fait à cette phase de première conclusion qui est que les objectifs finaux sont premièrement de définir une stratégie de développement export. De même que vous avez une stratégie et un pilotage en France, tout ça se prépare, s'anticipe et se maîtrise. Vous avez forcément à ce moment-là un plan d'action qui suit la stratégie avec son rétro-planning avant démarrage. Et bien évidemment, les financements futurs sont anticipés. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Qui nous sommes et nos points forts? Nous sommes une entreprise qui vous accompagne dans votre démarche export, qui se double d'un réseau que j'ai démarré en 2012 qui s'appelle Experts in Europe, qui sont des spécialistes de l'implantation donc en Europe. Et nous travaillons de façon sur mesure, bien évidemment dans votre stratégie, mais aussi sur tout ce qui est entrée de marché, le marketing. Alors, comment ça fonctionne avec le réseau Experts in Europe? Nous avons toujours deux positions, la position de pilote et la position de relais. Si vous souhaitez aller par exemple aux Pays-Bas, qui est mon pays, vous l'avez remarqué, je travaille avec Gabriel et Gabriel va être donc le relais, je serai le pilote. Tout ça, pourquoi? Parce que je souhaitais vraiment qu'il n'y ait aucune déperdition d'informations et de difficultés dans la communication. Donc, je reste votre contact. Par contre, c'est Gabrielle qui connaît son pays puisqu'elle y vit, qui effectue tout ce qu'il y a à faire dans le dossier qui nous concerne. Je voulais aussi dire que ce que nous faisons, nous faisons à la fois tout ce qui est travail, ce qu'on appelle on-desk, c'est-à-dire tout ce qui est les recherches en amont. Nous avons donc aussi les relais donc, opérationnels dans les pays et nous faisons aussi du management de transition. Je voulais juste vous donner par exemple un exemple. Pour une société française qui souhaitait se développer sur 4 pays, donc les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne et la Suisse, j'ai pris de manière instantanée la place de direction export, puisque on a eu affaire à un malaise cardiaque dans le train de cette personne. Donc, il a fallu que je pilote les 17 agents qui étaient sur les 4 pays, et que j'impulse bien évidemment les relations avec les centrales d'achat, puisque vous avez vu qu'on est beaucoup dans la grande distribution. Ça, c'est une des missions. Un deuxième exemple, c'est par exemple ce qui m'a été demandé par un client néerlandais à effectuer en Allemagne, et qui nous a fourni une liste de distributeurs potentiels qu'il voulait contacter pour ses produits et ses services. Donc là, c'est Ingrid qui, elle, en Allemagne, a pris contact avec les distributeurs potentiels, leur a présenté les produits et a clairement vu s'il y avait du potentiel ou pas, ce qui m'a permis de répondre ensemble avec Ingrid
aux demandes de notre client aux Pays-Bas sur les potentialités qu'il avait sur le marché allemand. Mais j'ai fini cette première partie. Je pense que maintenant, il est temps de passer au digital, Olga. Dis-moi, pourquoi digitaliser l'export? Merci Nicole. Bah, écoutez, on va effectivement s'intéresser maintenant au numérique ou au digital, ce qu'on utilise aussi comme terminologie. Je voudrais pour commencer partager avec vous ces deux statistiques intéressantes. Pourquoi? Parce qu'on voit que la pénétration d'Internet dans le monde continue de grandir et surtout l'utilisation de différents types de plateformes, y compris les plateformes des réseaux sociaux, continue à être en croissance constante. Donc ici, on voit par exemple que si on prend l'octobre 2020, donc la période post-Covid, et si on compare l'utilisation avec octobre 2019, on voit qu'on a une croissance dans l'utilisation des réseaux sociaux qui est de 12%. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau et intéressant à prendre en compte. Dire concrètement pour les entreprises qui s'engagent vers la voie de l'exportation, ça veut dire tout simplement que tous vos clients internationaux sont sur ces plateformes, donc y compris sur les plateformes des réseaux sociaux, et que les clients sont digitaux. Ils utilisent aussi très souvent, ils sont mobile first, donc ils utilisent plutôt les smartphones, et donc ça veut dire qu'ils sont à portée d'un clic pour chaque entreprise. Faut-il savoir aller les chercher et pouvoir les atteindre via ce canal de distribution. Donc, à titre d'exemple, on peut prendre les plateformes que vous voyez ici, donc soit LinkedIn, qui est quand même une plateforme B2B par excellence et un canal qu'on ne peut pas négliger aujourd'hui quand on s'engage vers l'export ou le développement international. Donc 660 millions de membres, rayonnement sur 200 pays avec 30 millions d'entreprises. Donc c'est un levier de croissance qui est intéressant. En quoi consiste le développement international? C'est avant tout trouver les ponts locaux dans chacun des pays où vous voulez vous implanter ou initier les affaires. Donc, les plateformes, effectivement, peuvent constituer les points d'appui intéressants pour vous. Effectivement, il y a le rayonnement aussi géographique de ces plateformes. Donc, on voit que si la plus grande partie du monde est dominée, par exemple, par Facebook, on voit aussi l'émergence des plateformes plutôt à la portée régionale. Donc, c'est-à-dire que si on veut aller en Chine, on va plutôt privilégier WeChat, qui est une plateforme incontournable. Et si on veut, par exemple, aller vers la zone russophone, donc on a plutôt une dominance de plateforme locale qui s'appelle VK, donc VKontakte, qui prédomine et qui se place donc devant le Facebook. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas négliger quand on s'engage vers la structuration de sa démarche. Donc, que se passe? Oui. À quel moment intègres-tu le digital dans ta démarche d'export? Donc, le mieux, c'est d'y penser dès maintenant. Et on voit que c'est l'intégration de la stratégie digitale, c'est en fait quelque chose qui est nouveau pour les entreprises. C'est nouveau dans le but justement de développement international. Ce n'est pas forcément nouveau pour le marketing digital. C'est quelque chose qui existait. Mais vraiment, pour atteindre l'international, c'est quelque chose qui était initié, commencé à émerger doucement en 2018 et qui prend de plus en plus d'ampleur. Surtout maintenant, ça a été accéléré fortement par la Covid. Et c'est une transformation qui va se poursuivre. Aussi, de nombreuses études montrent que quand on combine les deux leviers, donc l'export et le digital, l'entreprise qui s'engage vers cette démarche, elle a une croissance à peu près de 25% supérieure par rapport aux entreprises qui n'utilisent pas ce levier. Donc, la transformation, en fait, elle est déjà en route et vous pouvez regarder, je suis certaine que la plupart de vos commerciaux export utilisent largement les réseaux sociaux, par exemple, parce que c'est indispensable pour ramener les chiffres d'affaires dans vos entreprises. Une autre question, est-ce que c'est quelque chose qui est structuré dans votre entreprise ou non? Donc ça, c'est des points à vigilance à avoir. Ok,
Très intéressant. Quel avantage et inconvénient vois-tu au numérique, Olga? Donc, bien évidemment, l'approche digitalisée de l'export apporte avant tout, et ce qu'on voit en premier lieu, une multitude d'avantages, et forcément donc les avantages marketing. C'est un petit peu, les avantages sont un petit peu différents quand on parle de l'export. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas cette notion de territorialité, on n'a pas de frontières quand on est dans cet environnement digital. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus de distance. Cette distance est vraiment perçue comme quelque chose qui n'est pas palpable. On peut très bien être en France et travailler avec les marchés qui sont au Brésil ou en Chine. Donc, ça nous apporte également cette visibilité mondiale, c'est-à-dire que votre commercial export ou responsable export derrière son ordinateur, il peut très bien coordonner plusieurs marchés à la fois. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau. C'est aussi, l'Internet nous apporte aussi cette connectivité qui n'a pas de limite temporelle. Hein. Donc, c'est connecté 24 heures sur 24. Les actions que vous faites aujourd'hui via votre ordinateur ou votre interface en France, vous allez pouvoir atteindre les marchés voilà, plus 8 ou moins 8 heures quand ils vont être touchés au moment où eux, ils vont, on va dire, se réveiller. C'est aussi quelque chose qui est nomade, c'est-à-dire que vous pouvez travailler aussi dans n'importe quel coin du globe sans pour autant être limité. Donc, vous voyez, c'est un outil qui est formidable, qui nous apporte énormément de fonctionnalités, qui facilite les contacts. Donc, derrière le digital, derrière les plateformes, bien entendu, vous avez des technologies, notamment les technologies d'intelligence artificielle qui facilite pour vous trouver des partenaires qui correspondent exactement à vos critères, mais aussi ça vous permet d'avoir une connaissance fine de l'audience parce que vous avez la possibilité de tracer son comportement sur le net et surtout avoir des statistiques et donc ça veut dire adapter derrière votre offre ou votre démarche au comportement des clients que vous voulez cibler. Donc, bien évidemment, qui parle des avantages, il y a aussi donc des points de vigilance. Bien évidemment, on n'y échappe pas. Donc, le premier point qui est vraiment important, c'est surveiller votre e-réputation. Même si vous pensez que votre présence sur les réseaux ou dans l'espace digital est minime ou même quasi inexistant, bah, probablement ce n'est pas vrai. Donc, il peut y avoir quelqu'un, votre partenaire, votre distributeur, un des clients qui a déjà émis peut-être un avis sur vous ou qui a parlé de votre solution, de votre offre. Donc, il faut rester vigilant. Soyez conscient que ce n'est pas parce que vous n'avez pas décidé ne pas être sur Internet que vous n'y êtes pas. Donc, surveillez quelle est votre présence effective dans cet espace et essayez de la cadrer au mieux. Bien entendu, quand je parle de la présence ne se limite pas à vos frontières nationales. Hein, votre présence, elle est mondiale. Effectivement, une question de cybersécurité, c'est une question qui est super importante. Ça touche à vos données. Vous voyez qu'actuellement, on en parle énormément. Pourquoi? Parce que notre usage est beaucoup plus fréquent. Donc, il faut cadrer quelles sont les informations que vous utilisez. Est-ce qu'on peut transmettre, par exemple, votre offre commerciale via les réseaux sociaux ou non? De quoi est-ce qu'on peut parler? Qui a droit de prendre la parole? Donc, vous voyez, ça nous renvoie quand même au cadrage de l'utilisation et de l'activité de vos collaborateurs sur les réseaux. Donc, je dis précédemment que bien souvent, les réseaux sociaux, par exemple, sont déjà mobilisés par les responsables export parce que forcément, c'est un outil qui est indispensable actuellement et c'est à peu près une seule fenêtre vers le monde qui leur permet de travailler. Ici, il faut faire donc vraiment attention. Quelles sont les informations que le commercial a le droit de transmettre à ses partenaires? De quoi vos partenaires peuvent parler sur les réseaux par rapport à quelle offre ils peuvent se référer? Donc, cadrez vraiment ça. Un autre point important, ce n'est pas négliger votre site Internet. La coordination entre votre présence sur les plateformes, sur les réseaux et ce que vous mettez sur votre site web, ça me paraît aussi donc indispensable. Donc, avoir une cohérence et l'alignement entre le SEO, par exemple, que vous faites sur le site web et ce que vous racontez de l'autre côté dans les réseaux.
Donc, communiquer sans ligne éditoriale, ce n'est pas vraiment pertinent. Travaillez vraiment les thématiques que vous allez adresser. Ces thématiques, bien évidemment, seront différentes en fonction des marchés que vous allez pouvoir viser parce que tout simplement, votre audience, vos clients sont différents. Ce n'est pas parce qu'on est dans le digital que la culture n'existe pas. C'est bien le contraire. Tout à fait, Olga, je partage ton point de vue. Et comment l'intégrerais-tu finalement ? Alors, effectivement, il y a des points d'appui qu'on peut prendre en compte. Donc, d'abord, on va s'intéresser quelle est votre identité numérique, parce qu'il y en a une. Et très important, et je le répète, votre identité numérique ne s'arrête pas à votre entreprise. Donc, l'identité numérique, elle est représentée par votre responsable export ou le commercial export. Elle est représentée par vous en tant qu'entreprise, en tant que marque, mais aussi elle est représentée par vos partenaires et vos distributeurs basés dans les pays, voire aussi par vos agents. Ensuite, un autre appui, c'est travailler tout ce qui est données. Donc, le digital regorge de tout type de connaissances. Vous pouvez très bien faire vos préétudes maintenant sans sortir de votre bureau. Donc, faut-il aussi former vos employés à aller chercher ou vos collaborateurs, à aller chercher ces connaissances, ces données sur les pays qui vous intéressent et aussi cadrer quelles sont les données que vous êtes d'accord pour mettre dans cet espace numérique. Et troisième point, ce sont des interactions. Comment est-ce que, par quel moyen, par quel canal finalement vous allez pouvoir interagir avec les différents marchés et comment vous allez pouvoir concrètement le faire. Donc, si on regarde sur l'identité numérique, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous? Ça veut dire qu'il faut faire la veille, y compris donc votre e-réputation, et aussi avoir une charte de conduite imposée donc pour vos collaborateurs par rapport à la représentation de votre entreprise ou de l'identité de votre organisme sur les réseaux sociaux ou sur l'espace digital. Par rapport aux données, donc maîtriser la méthodologie de recherche, savoir comment se rendre visible, quelles sont les informations qu'on va donner pour être visible, pour augmenter notre visibilité, mais aussi comment on va pouvoir aller chercher les informations qui sont pertinentes pour nous. Bien évidemment, il faut se former à la cybersécurité et avoir des règles claires, ce qui est échangeable, ce qui ne l'est pas, et comment vous gérez ça au sein de votre structure. Et enfin, par rapport aux interactions, donc c'est important de se positionner en fait en écosystème et avoir une capacité de mobiliser non seulement vos clients, mais aussi vos partenaires, différents types de partenaires et surtout vos partenaires sur place, par exemple votre réseau de distribution et regardez comment vous allez interagir avec eux. Est-ce que vous allez utiliser la messagerie des réseaux sociaux? Est-ce que vous allez faire des webinaires? Est-ce que vous allez animer votre blog sur votre site? Donc, c'est l'ensemble de choses pour pouvoir activer ce positionnement en écosystème qui est vraiment spécifique pour le digital. Justement, par quoi commencerais-tu? Donc, ça fait beaucoup de choses. Bien évidemment, on ne peut pas, dans le temps qui est court, aborder tous les sujets. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les poser juste après. Donc, les premiers pas, la première chose qui est à faire, c'est vraiment réfléchir sur votre stratégie digitale. Comment vous allez l'intégrer dans votre stratégie, on va dire traditionnelle, entre guillemets, que vous avez sûrement et que vous allez devoir faire pour aller à l'international. La stratégie digitale doit être vraiment selon la logique inbound, c'est-à-dire il faut être vraiment attractif. On se positionne pour être attractif à vos clients et plutôt faire venir les clients en fait vers vous. C'est ça vraiment la force du numérique. Et bien évidemment, suite à ça, mobiliser toutes les tactiques de marketing digital qui existent aujourd'hui. Et ces tactiques du marketing digital, bien évidemment, ils devraient être adaptés en fonction des marchés visés. Donc, les tactiques seront différentes si vous visez les États-Unis, la Chine, le continent africain ou la zone russophone. Donc, c'est un ensemble de choses à faire, à mobiliser en fait en même temps.
Alors, je vous avais dit qu'on allait parler de financement. Donc, dans ce financement, Olga vous parlera tout à l'heure de toutes les subventions et aides qui sont possibles. Il y a plusieurs choses à prendre en considération. Bien évidemment, les dépenses export dans la stratégie globale de financement. C'est-à-dire clairement identifier l'ensemble des besoins que vous allez avoir pendant une période où les ventes ne couvriront pas donc les dépenses que vous allez avoir et comment actionner les aides et financements spécifiques. Vous allez voir, il y a toute une ribambelle d'aides aujourd'hui, qu'elles soient régionales ou nationales. Donc, effectivement, sur les financements, donc, comme dit Nicole, on a donc 3 niveaux d'aide. Donc, on a d'abord tout ce qui est plan relance, tout ce qui est proposé par le plan de relance du gouvernement. Donc, plan relance export avec la mobilisation de chèques export et pour votre stratégie au développement international et pour votre prospection et aussi pour votre communication, notamment aussi la communication donc digitale. Donc, il y a tout ce qui est aussi donc les aides de trésor public, notamment ça concerne donc par exemple les dossiers FASEP études ou FASEP environnement vert. Très intéressant, ça peut être très intéressant aussi à combiner ça avec les crédits d'impôt pour tout ce qui est dépenses donc de commerciales. Donc, comme vous savez, il y a la BPI France qui renforce aussi son offre d'assurance prospection. Donc, à regarder si voilà, vous pouvez s'inscrire aussi dans ces aides. Il y a certaines aides qui sont aussi, que vous pouvez aussi combiner. Donc là, dans la région de Pays de la Loire, nous avons Prime Export qui est fortement possible de mobiliser. Sachez que dans chaque région, la typologie d'aide peut être différente. Donc, je ne sais pas si vous êtes tous de Pays de la Loire ou si vous venez d'autres régions, vous pourriez nous faire un petit message ou nous poser des questions par rapport à ça. Donc, il y a vraiment une ingénierie financière actuellement à faire. Surtout, beaucoup d'aides sont concentrées actuellement sur 2021. Donc, c'est intéressant voilà, de les mobiliser, d'y mettre le paquet pour pouvoir quelque part collecter les fruits dans les années à venir. Et enfin, n'oublions pas qu'il y a aussi donc, un instrument comme COFAS avec les prêts, les cautions et les fonds d'investissement qui reste aussi un canal d'aide intéressant à mobiliser en fonction de votre situation et de vos objectifs de développement. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Nicole? Non, tout à fait. Le webinaire s'achève là, mais nous sommes à votre disposition pour des questions éventuelles. Et nous avons aussi une offre à vous partager pour toutes les entreprises qui réfléchissent sérieusement à l'export. Vous avez, je pense, j'espère que vous l'aurez reconnu, 2 professionnels avec des façons de fonctionner complémentaires. Nous vous proposons donc une consultation gratuite de 30 minutes. Vous voyez après cette slide comment nous contacter. N'hésitez pas à le faire. Mais en premier lieu, nous sommes là à votre disposition pour vos questions. Donc, je vous invite soit à écrire vos questions dans le message, soit à nous poser les questions en prenant la parole. Donc, je crois que vous avez la possibilité aussi de lever la main. Donc, s'il y a des points que vous voulez voir plus en détail, voilà, ce serait vraiment intéressant d'échanger avec vous. En attendant que les personnes qui soient là réfléchissent à leurs questions, je voulais te demander, Olga, si tu pouvais nous parler de nous donner un exemple réussi ou dont tu es fière.
Oui, bien sûr, sur l'exemple que je pourrais partager avec vous, en fait, c'est l'exemple d'une entreprise avec laquelle je travaille actuellement. Donc, justement, sur l'intégration du digital dans le développement international. Donc, on a commencé il y a 6 mois, tout simplement, voilà, de réfléchir comment cette entreprise pourrait avoir une présence, notamment sur les réseaux sociaux, sachant que l'entreprise, elle avait déjà son site Internet, mais qui n'était pas forcément bien indexé dans sur le Google, tout simplement. Donc, on a regardé, la première chose qu'on a fait, donc on a regardé quel pourrait être l'alignement entre le site web et la présence sur les réseaux sociaux. Donc, on a choisi justement LinkedIn pour cet aspect B2B et le rayonnement international. Donc, ensuite, on a donc retravaillé tout ce qui est donc visuel et comment l'entreprise est vue en fait par les autres. On a retravaillé aussi l'implication des collaborateurs, donc on a renforcé leur présence sur LinkedIn. Ensuite, on a réfléchi sur les zones sur lesquelles l'entreprise voudrait rayonner. Donc, on a vraiment par zone constitué donc l'écosystème. En quoi consiste l'écosystème? C'est-à-dire qu'on a regardé quels sont les influenceurs qui existent sur chaque zone. On a identifié tout ce qui est par exemple le prescripteur presse, tout ce qui est salon, hein, tout ce qui est influenceur personnalité. Donc, on s'est mis à les suivre, à essayer de se connecter avec eux. On a étudié les thématiques qui circulent. Par exemple, la thématique qui est ressortie à peu près sur tous les marchés, c'est la RSE, hein, la responsabilité sociale des entreprises. Donc, on a regardé aussi d'autres thématiques. Et pour chaque thématique, donc, on a créé des ressources qu'on pourrait partager avec notre audience ou notre réseau qu'on a commencé à développer donc, à travers cette plateforme en fait, de LinkedIn. Donc, vous voyez, le LinkedIn, en fait, ce n'était pas juste on ne l'a pas pris juste comme un panneau d'affichage de tout ce que fait l'entreprise, mais on l'a pris vraiment comme un outil de développement de notre réseau et un outil, un vecteur de développement de visibilité. On a introduit également la fonctionnalité de traduction automatique, c'est-à-dire qu'on poste par exemple en français, mais si la cible qui est basée dans un autre pays, elle a la possibilité en fait de cliquer et d'avoir une traduction automatique de tous les posts que nous on crée. D'accord ? En fonction des thématiques qu'on a identifiées, bien évidemment. Autre chose pour augmenter, je vais vous donner une petite astuce, autre chose qu'on a fait pour augmenter justement la visibilité de notre communication, de nos posts, de notre dialogue en fait qu'on veut installer avec l'audience, c'est tout simplement l'introduction de différents types d'hashtags en différentes langues. Pourquoi c'est intéressant de faire? Parce que en fait, quand on utilise les hashtags, ça classe en fait par thématique. Et bien évidemment, si par exemple on parle de RSE, forcément RSE en anglais ça se dit pas pareil. Donc on va introduire RSE comme hashtag en français. Par contre, on va introduire Sustainable Development comme hashtag en anglais. Et donc, on a introduit en russe, on peut introduire en espagnol. Donc, ça dépend vraiment quelle est la zone que vous ciblez. Vous voyez, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on continue de poster en français, mais le fait qu'on introduit des hashtags en langues différentes et cette fonctionnalité de traduction automatique, forcément, ça nous facilite la vie et ça augmente notre visibilité. Autre chose qui est intéressant aussi à voir et à faire, c'est justement l'introduction de la prospection digitale. Par exemple, on a fait une prospection, on a organisé un webinaire à la destination des professionnels, alors sur un pays qui est un peu exotique, qui est l'Ouzbékistan, et on a eu des retours vraiment très positifs avec des contacts très qualifiés
parce que le titre de notre webinaire était vraiment très pertinent et on a pu aussi rayonner grâce à cette préoccupation qu'on a bien compris à travers de plusieurs régions dans le pays. Donc ça, c'est quelque chose qui aurait été difficile à accomplir si on était uniquement dans la démarche de prospection, on va dire, physique. Donc, vous voyez, la combinaison en fait de la prospection physique et la prospection digitale est aujourd'hui indispensable. Donc, on va peut-être, enfin, tout est une question en fait de proportion. Donc, aujourd'hui, bien évidemment, la proportion de digital est beaucoup plus grande que la prospection physique. Néanmoins, et d'après mon expérience et mes recherches, dans le futur, on va devoir doser voilà notre approche entre la prospection physique, on va dire, ou le développement en présentiel et développement par le biais du numérique. Voilà ce que je voulais vous partager. Est-ce que vous avez des questions? Ce serait vraiment intéressant d'échanger avec vous. Oui, justement, je venais de le demander par le chat. Je suis persuadée qu'il y a plein de gens très timides avec nous. Donc, ne soyez pas timides. On est là pour ça. Hein. Allez-y, lancez-vous. J'aurais une question. Oui. Oui, Christophe. Qu'est-ce que vous conseillez sur les aspects RSE? Il y a aujourd'hui généralement des grands engagements de sociétés, petites ou grandes d'ailleurs, sur les engagements RSE par rapport au développement export. Alors, je pense que moi, j'étais dans une configuration où on vendait des produits agroalimentaires. Il y avait d'une part un marché français, et notamment des consommateurs qui voulaient du local, qui voulaient de la transparence, et d'autre part des marchés export importants avec des débouchés. Alors, c'était des produits laitiers en l'occurrence, hein, des opportunités de l'ordre de 300 millions d'euros, donc ce n'était pas neutre. Or, il y avait une volonté de la société de s'engager sur l'environnement, sur l'écologie. Et donc, les deux aspects, le développement export, par définition, c'est plus de transport, c'est des commerciaux aussi qui, avant le Covid, qui se déplaçaient beaucoup sur les marchés. Donc voilà, il y a un impact c'est fini tout ça. environnemental qui n'est pas neutre. Comment est-ce que vous arrivez, je ne sais pas si vous avez des clients à qui ont eu cette difficulté-là, à concilier en termes de communication, mais aussi en termes de stratégie et de politique, ces deux aspects en fait. Écoutez, je vais répondre partiellement à votre demande. Forcément, alors en parallèle de mon activité ci-dessous, je suis dans un groupe de managers de transition impliqués dans tout ce qui est enjeux environnementaux et sociétaux. La problématique que l'on entend en France, comme vous le disiez très bien, Christophe, elle est partagée un peu partout dans le monde, mais avec des applications très concrètes, complètement différentes et avec des spécificités locales. Oui, en effet, les commerciaux ne se déplacent plus. Néanmoins, moi, je suis persuadée, et je crois qu'Olga le disait quand même et le soulignait aussi, les contacts humains perdurent, voire ils se renforcent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les acheteurs qui nous faisaient, excusez-moi du terme, lambiner en centrale d'achat parce que ils avaient plein de rendez-vous, aujourd'hui, ils sont quand même bien contents par visio de faire en sorte que les choses aillent jusqu'au bout, puisque c'est l'intérêt de tout le monde que les produits soient achetés, que les produits soient vendus de part et d'autre. Maintenant, pour répondre à votre question très, très pertinente sur la RSE, je dirais tout simplement qu'il faut bien savoir ce qui se passe dans le pays cible. Et je pense qu'Olga doit penser la même chose que moi, mais je te laisserai le micro tout à l'heure. Donc, bien savoir ce qui se passe dans le pays cible, l'adapter forcément avec ce qui se passe là-bas, et réduire, bien évidemment, tout ce qu'il est possible de réduire comme impact par rapport à l'environnement et s'adapter.
En fait, aujourd'hui, le Covid, qu'est-ce qu'il rajoute en fait comme complexité? C'est qu'il faut s'adapter en termes de relations humaines, s'adapter en fonction des ouvertures, des confinements, des couvre-feux et tout ça. C'est uniquement une question d'agilité. Donc, à partir du moment où vous avez des produits qui sont intéressants pour le pays cible, à ce moment-là, nous, on est là pour faire en sorte que les choses se passent comme il faut et vous trouverez toujours, s'il y a un intérêt dans le pays cible, des clients pour faire en sorte que le produit se vende ou le service se vende. Olga, est-ce que tu partages ce point de vue? Oui, tout à fait. La question à se poser, c'est que veut dire RSE dans le pays où je veux Voilà. aller? Parce que la compréhension, en fait, de RSE, elle est différente et ça dépend aussi de la maturité, en fait, de votre marché que vous visez. Si c'est un marché qui va être plutôt, on va dire, sensible au prix, je pense que c'est pas forcément le même marché qui va être sensible au RSE et le vice-versa. Donc, il faut vraiment regarder quelle est la maturité du pays et comment cette notion de RSE est comprise et comment elle est interprétée. Donc, pour moi, les points d'appui peuvent être tout à fait différents. Donc, je ne sais pas si j'avais répondu à la question. En complément avec ce que tu dis, Olga, il y a comment elle va être interprétée, mais c'est aussi comment elle est communiquée de votre côté pour que le message soit aussi adapté au degré de compréhension du pays cible. Et toujours attention avec, comme disait Olga, à la irrépétition, c'est-à-dire qu'il faut que le message non seulement veuille dire quelque chose au pays cible, mais en plus qu'il soit bien positionné pour que les interlocuteurs autour de votre entreprise gardent de vous une image qui est bien positionnée RSE dans votre pays de départ. Je ne sais pas, Christophe, est-ce qu'on a répondu à votre question? Oui, tout à fait. Oui, c'était très clair. On Merci. partage nos sentiments sur ça. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, je vois qu'il y a une question dans la conversation apparemment. Le principal. Ah, il y a Oscar, oui. Donc, il y a Oscar qui demande quel est l'outil que vous préconisez comme le principal pour prospecter dans ce contexte Covid sans face à face? Comment vous surmontez la barrière de la confiance quand on n'est pas capable de construire des relations? Alors, moi, je veux bien y répondre, Olga, si ça ne te dérange pas. Oscar, je suis d'accord avec vous. Il y a des changements à faire. Un face-à-face physique et un face-à-face visio n'est pas la même chose. Néanmoins, la question de la confiance, c'est une question pour moi, excusez-moi, mais j'ai fait des études de psychologie, c'était une question de ressenti, et je pense que le ressenti, les premières impressions, comment vous vous présentez, comment vous écoutez votre interlocuteur, comment vous reformulez ces questions, tout ça, c'est des choses que l'on apprend, c'est une question d'expérience, de savoir-faire, de savoir-être aussi. Je pense que c'est pas parce qu'on est en visio qu'on ne peut pas acquérir la confiance de quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'on se voit en face à face que ça va forcément marcher. Donc, je dirais que c'est un peu intui personae, mais ça a beaucoup à voir aussi avec la considération, le respect, l'écoute. J'insiste sur le mot écoute de l'autre.
Oui, si je peux enrichir un peu ta réponse. Donc déjà, en parlant donc d'outils, quand on prospecte, bien souvent avant le Covid, qu'est-ce qu'on faisait? On allait sur les salons, on ouvrait notre stand et puis on était là en attendant que le client vienne nous voir et on lui explique notre produit. Je pense qu'Oscar, vous le savez très bien comment on se connaît. Et donc, maintenant, donc, on ne peut plus aller sur les salons. Donc, pour moi, qu'est-ce qui remplace les salons à l'heure d'aujourd'hui? Pour moi, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il faut vraiment prendre ça comme si c'était un salon pour vous, comme si c'était votre boutique. Vous arrivez le matin, vous ouvrez votre LinkedIn, vous êtes là. S'il y a le client qui vient ou quelqu'un qui vous contacte, il faut vraiment que vous avez cette posture. Vous êtes sur un salon. Et donc, vous répondez, vous créez votre dialogue, vous arrivez à, vous essayez à communiquer, dialoguer pour mieux se connaître. C'est parce qu'on a des interactions, plus on a des interactions avec la personne, plus elle est fréquente et intense, ça, c'est quelque chose qui augmente le capital confiance. Donc ensuite, on ne peut pas dire que la confiance, c'est une barrière. Moi, je ne dirais pas que c'est une barrière, mais effectivement que quand on ne connaît pas la personne, on a besoin des repères de la confiance. Donc, dans le digital, qu'est-ce qui sert de repère de la confiance? Qu'est-ce qui fait que quand vous envoyez une demande de connexion ou on vous envoie la demande de connexion, vous répondez favorablement et ça peut initier un dialogue. Donc, réfléchissez à cette question-là. D'abord, donc moi, je vois et dans les recherches que j'ai faites auprès des responsables export, de nombreuses personnes disent que ce qui compte, donc c'est effectivement l'image, votre photo, comment vous êtes sur la photo, mais ensuite le croisement des contacts. Ça, c'est quelque chose qui apporte vraiment un repère, c'est vraiment un repère de confiance. Tout ce qui se dit sur vous sur Internet, parce que les gens, effectivement, ils rentrent, la première chose qu'ils font, ils rentrent votre nom dans le Google ou sur les réseaux, ils regardent votre profil. Donc, tout le sérieux que vous partagez, les avis que vous émettez, les recommandations que d'autres personnes vous donnent également. Vous voyez? Donc, si on place ça au niveau de l'entreprise, ça va être les avis consommateurs, si on est en B2C, par exemple. Donc, il y a une multitude de ces repères de confiance dans cet environnement numérique sur lesquels on peut s'appuyer pour essayer de passer, on va dire, cette première barrière quand on refuse, en fait, d'installer le contact. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai pu répondre. Alors, pour répondre à la question de Christophe sur les salons, oui, bien évidemment, ils sont aujourd'hui en version numérique. Vous avez totalement raison, Christophe. Ce que je vous conseille, c'est de réaliser des salons digitaux. Un salon digital bien organisé avec des thématiques qui intéressent vos clients export. Ce ne sont pas forcément les mêmes que celles de votre marché de référence, avec des intervenants ou des clients ciblés. C'est aussi pertinent qu'un salon à l'ancienne, j'ai envie de dire. Donc, par contre, il faut que vous ayez dans vos équipes les personnes du digital qui sont capables d'organiser et de tenir techniquement ces salons digitaux. Ça demande en préambule aussi beaucoup d'envoi de liens, ça demande aussi l'automatisation avec certaines applis pour savoir si le webinaire qui s'est tenu dans le salon était positivement perçu ou pas, mais ça vous donne en même temps plein de données qui, avec l'autorisation des personnes qui se sont connectées, sont pertinentes à après utiliser pour votre développement. Oui, tout à fait, Nicole. Donc, je pense que la réponse à votre première question, Christophe, effectivement, les salons basculent en digital. Donc, ce n'est pas, ils ont pas du tout le choix et ils vont rester en partie en version digitale. À voir comment ils vont pouvoir coordonner la présence physique et digitale. Mais moi, je pense qu'il y aura une partie qui va rester quand même en digital. Ensuite, comment exposer et communiquer? Écoutez, qu'est-ce qu'on va vous demander
demander dans les versions digitales. Le salon, en fait, il est là pour vous amener du monde, en fait, hein, pour créer toute une émulation autour d'un événement qui est quelque chose d'exceptionnel, parce qu'il y a quand même cette volonté des clients et l'attente de l'audience de vivre ensemble une expérience ou quelque chose voilà, qui est exceptionnel, et à cette occasion, rencontrer du monde, entrer en contact, passer un moment ensemble, en fait. Il y a vraiment une recherche de ça. Donc, le salon digital va vous demander des webinaires, elle va vous demander vos outils numériques, des rendez-vous B2B. Vous voyez, en fait, quand on regarde, on a fait le tour assez rapidement de tout ce qu'on va vous demander. Donc, que ce soit le salon ou pas, il faut que vous ayez ces outils-là, et il faut que vous ayez des supports attractifs, voilà, en plusieurs langues. Il faut que vous installez peut-être aussi le programme de votre présence ou de vos lives, voilà, à la destination des différentes thématiques, à la destination des différents pays. Donc, il faut construire en fait ce plan média qui est maintenant voilà, inévitable. Par contre, là où ça va faire la différence, c'est la pertinence. C'est sur quelle thématique vous allez pouvoir appuyer pour attirer votre audience. La thématique va être différente en fonction des pays que vous ciblez. Et donc, c'est à connaître vraiment votre audience dans chaque pays. C'est ça qui est un peu la clé en fait du numérique. Et c'est ça qui, plus vous êtes attractif par la thématique, plus la thématique, elle parle à votre audience, plus vous allez avoir du monde. Et avec maintenant, comme dit Nicole, avec les outils numériques, ce qui est formidable, c'est que tout est traçable. Donc, vous savez qui est connecté, de quel endroit, combien de temps elle a passé sur telle ou telle question, qu'est-ce qu'elle a téléchargé, qu'est-ce qu'on peut lui donner voilà, comme autre information pour pouvoir continuer à dialoguer. Donc, vraiment, en termes de connaissance client et l'adaptation, personnalisation de votre offre en fonction de comportement et les intérêts, l'évolution et la maturité de votre client, il n'y a pas, pour le moment, on n'a pas trouvé mieux, quoi. Alix, voilà. on a, je pense, parlé pendant plus d'une heure. Je pense que donc du coup, on va conclure ce webinaire. Oui, très bien. Eh bien, vous avez répondu à toutes les questions, je vous ai entendu. Donc, on reste à disposition des personnes qui le souhaitent pour cette consultation gratuite de 30 minutes. Et vous avez sinon nos 2 mails qui sont indiqués ici pour toute question particulière. Oui, merci beaucoup en tout cas pour votre participation, pour l'intérêt pour ce sujet. Voilà, et n'hésitez pas à vous connecter avec nous sur les réseaux sociaux. Hein. Vous avez, on est présent sur LinkedIn, donc on est à votre disposition pour continuer à dialoguer. Et puis voilà, au plaisir de continuer l'échange. Et j'espère que ça vous a permis voilà, de travailler cette question. Voilà, et encore merci Alix d'avoir été avec nous. Merci Olga aussi. Merci Alix pour l'organisation. Merci énormément. Merci aussi à Alumni. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.